Les doigts tremblants de Zara serraient son billet d'embarquement, alors que le regard narquois de l'agent de la porte tranchait plus profondément que n'importe quel couteau. « Je me fiche de qui est votre père, prétendument. Vous deux, vous ne prendrez pas ce vol, siffla-t-il assez fort pour que tout le monde entende. » Les jumelles identiques échangèrent un regard, sachant exactement ce qui se passait encore une fois. Lorsque Zara débloqua enfin son téléphone, sa sœur Nia murmura « Fais-le ». Aucune des deux filles n'aurait pu imaginer que cet unique appel ne les ramènerait pas seulement chez elles, mais clouerait au sol chaque avion de la flotte de Mid-Atlantic Airlines et exposerait des décennies de discrimination systématique. Avant de plonger dans cette histoire choquante, dites-moi d'où vous regardez. Et si vous croyez en la justice, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour rester informé de nouvelles histoires qui révèlent la vérité sur notre société. Les jumelles identiques de 17 ans, Zara et Nia Jackson, patientaient en ligne à l'aéroport international de Denver, l'excitation bouillonnant sous leur calme apparent. En tant qu'élève excellente à Wellington Prep, ce voyage pour visiter des universités à Boston représentait bien plus qu'un simple déplacement. Pour la première fois, leur père protecteur, Marcus Jackson, leur avait permis de voyager seuls, signe de la confiance croissante qu'il leur accordait. Ce que les voyageurs pressés autour d'elle ne pouvaient pas savoir, c'est que Marcus Jackson n'était pas un simple parent attentif. Il venait d'être nommé PDG de Mid-Atlantic Airlines, un poste qu'il avait volontairement gardé secret pour protéger sa famille de toute attention indésirable, et surtout, pour évaluer la culture de l'entreprise sans l'influence de son titre. Les jumelles avaient des billets en première classe, un choix pratique que leur père avait fait pour qu'elles soient à l'aise et bien encadrées, non pour afficher un quelconque privilège. Vêtues de sweat à capuche confortable, de jeans et de baskets propres mais usées, elles ressemblaient à des adolescentes ordinaires prêtes pour l'aventure, leur visage encadré de traits soignés, l'excitation brillait dans leurs yeux marron foncé. La file d'attente à l'enregistrement de Mid-Atlantic avançait régulièrement jusqu'à ce que les jumelles arrivent devant. L'agent blanc, un homme dont le badge indiquait le nom de Trevor Reynolds, les ignora complètement pour se concentrer sur le passager derrière elle. « Suivant », appela-t-il, ignorant complètement les deux adolescentes noires juste devant lui. Un couple blanc d'âge moyen contourna les jumelles, supposant apparemment qu'elles n'étaient pas vraiment dans la file, et Trevor commença immédiatement à traiter leur billet avec un sourire amical. « Vous allez à Chicago aujourd'hui ? Belle ville en cette saison. » Nia s'éclaircit la gorge poliment. « Excusez-moi, monsieur. Nous étions les prochaines. » Le sourire de Trevor disparut instantanément, ses yeux se plissant alors qu'il reconnaissait enfin leur présence. « Vous devrez attendre votre tour, » dit-il sèchement, continuant de taper sur son clavier pour le couple qui l'aidait. « Mais nous étions les prochaines, » insista Zara, la voix calme mais ferme. « Nous attendons ici depuis 15 minutes. » La mâchoire de Trevor se tendit. « Je m'occuperai de vous quand je serai prêt. » Les jumelles échangèrent un regard. Ce n'était pas la première fois qu'elles subissaient ce type d'invisibilité, mais cela faisait toujours mal. Elles attendirent que Trevor prenne son temps avec le couple, bavardant sur Chicago tout en jetant des regards occasionnels aux jumelles, un léger sourire moqueur au coin des lèvres. Après le départ du couple, 3 autres passagers blancs furent aidés avant que Trevor ne fasse finalement signe aux jumelles d'avancer, à contre-cœur. « Billets et pièces d'identité », grogna-t-il, sans les regarder. Zara posa leurs billets de première classe et leurs cartes d'étudiant sur le comptoir. Les sourcils de Trevor se haussèrent en examinant les billets. « Première classe ? Êtes-vous sûr d'être au bon comptoir ?» La nuance de son ton laissait entendre. Il doit y avoir une erreur. « Oui, notre père a acheté ses billets directement auprès de la compagnie, » expliqua calmement Nia. « Nous visitons des universités à Boston. » Trevor prit les billets entre le pouce et l'index comme s'ils étaient contaminés. « Cela ne semble pas correct. D'où venez-vous » Son sous-entendu était clair, il soupçonnait une fraude. « Notre père les a achetés directement auprès de la compagnie, » répéta Zara, sa patience commençant à s'effriter. « Y a-t-il un problème ?» Les lèvres de Trevor se pressèrent en une mince ligne. « Je dois vérifier et demander des pièces d'identité supplémentaires. Les cartes étudiantes ne suffisent pas. » Derrière elle, la file s'allongeait. Les gens commençaient à regarder. « Nous avons 17 ans, » expliqua Nia. « Nous n'avons pas encore de permis de conduire. Notre père a été informé que les cartes étudiantes suffisaient pour les vols domestiques lorsqu'il a réservé les billets. » Trevor soupira dramatiquement. « Eh bien, quelqu'un a mal informé votre père. Attendez ici. »
Il disparut dans un bureau à l'arrière avec leurs billets et carte d'identité. Les jumelles restèrent maladroitement au comptoir pendant près de 15 minutes tandis que d'autres agents continuaient d'aider les passagers arrivés après elles. Elles entendirent parfois des rires venant du bureau où Trevor s'était rendu. Enfin, il revint. Il posa leurs billets et cartes d'identité sur le comptoir. « Il y a eu une erreur dans le système », annonça-t-il assez fort pour que les passagers proches entendent. « Vous êtes réaffectés à l'embarquement économique, porte 32. » Zara examina les billets, fronçant les sourcils. « Mais ce ne sont pas les sièges que nous avions réservés. Nous devions être en première classe. » Trevor se pencha, baissant la voix. « Écoutez, je ne sais pas quel genre d'arnaque vous essayez de faire, mais certaines personnes doivent comprendre que la première classe n'est pas pour tout le monde. Vous devriez être reconnaissante de monter dans l'avion. » Son insistance sur « certaines personnes » laissait entendre son message clairement. Nia, toujours plus impulsive que sa sœur, ouvrit la bouche pour répondre, mais Zara posa sa main sur son bras. On leur a appris que la colère juste des jeunes femmes noires était trop souvent utilisée contre elles. « Notre père a spécifiquement réservé des billets en première classe, » insista Zara, gardant sa voix calme. « Je voudrais parler à un superviseur, s'il vous plaît. » Le visage de Trevor se durcit. « Le superviseur est occupé. Si vous avez un problème avec vos sièges, vous pouvez vous en occuper à la porte. Suivant. » Il fit signe aux personnes derrière elle. Humiliées et en colère, les jumelles récupérèrent leurs billets modifiés et s'éloignèrent du comptoir. « On devrait t'appeler papa, » murmura Nia. « Non, » répondit Zara, bien que cela lui coûte de ne pas saisir son téléphone. « Il a cette grande réunion aujourd'hui, souviens-toi? Il nous a demandé de ne pas l'appeler sauf en cas d'urgence. »« Ça me semble être une urgence, » murmura Nia. Mais elle savait que sa sœur avait raison. Leur père avait travaillé extrêmement dur pour atteindre ce poste, elle ne voulait pas le déranger pour quelque chose qu'elle pouvait gérer seule. « On réglera ça à la porte, » assura Zara à Nia, même si un doute s'insinuait dans sa voix. « Passons d'abord la sécurité. » Les jumelles ne remarquèrent pas Trevor les observer avec un sourire suffisant, ni le fait qu'il décrocha rapidement son téléphone. « Ouais, c'est Trevor. » Deux adolescentes noires, jumelles identiques, essayant de se jouer du système avec des billets en première classe. « Je les ai renvoyées en économique, mais surveillez-les. Il y a quelque chose de louche. » Il raccrocha, satisfait d'avoir maintenu ce qu'il considérait comme l'ordre approprié. Le point de contrôle de sécurité se profilait, un goulot d'étranglement humain où les passagers s'engouffraient dans le processus minutieux de la TSA. Les jumelles rejoignirent la file, discutant encore de la situation de leurs billets, lorsqu'elles remarquèrent un schéma se former. Passagers blancs après passagers blancs passaient par la sécurité standard avec peu de difficultés, récupérant à peine leurs affaires de l'autre côté. Puis ce fut leur tour. Sélectionnés au hasard pour un contrôle supplémentaire, annonça l'agent de la TSA Vanessa Miller avec un sourire qui laissait entendre que ce « hasard » n'en était pas vraiment un. Les jumelles furent dirigées vers une file séparée où elles seraient soumises à des mesures de sécurité renforcées. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda poliment Zara. « Nous avons un vol à prendre et nous sommes déjà en retard. » L'expression de Vanessa se durcit. « Remettez-vous en question les protocoles de sécurité ? Parce que je peux rendre cela beaucoup plus difficile si vous préférez. » Sa main flottait de manière menaçante au-dessus de sa radio, une menace claire qu'elle pouvait escalader la situation à tout moment. « Non, madame, » répondit rapidement Nia, lançant un regard d'avertissement à sa sœur. « Nous comprenons. » Vanessa leur fit signe de placer leurs bagages à main sur une table séparée. Tous sortirent des sacs. « Oh !» Les jumelles obéirent, retirant soigneusement leurs affaires bien rangées. Zara grimaça lorsque Vanessa tira brutalement son ordinateur portable, le frottant contre le bord de la table. « Faites attention, s'il vous plaît. Il contient tout mon travail scolaire, » dit-elle avant de pouvoir se retenir. Les yeux de Vanessa se plissèrent. « Si vous vous inquiétez pour vos affaires, peut-être ne devriez-vous pas prendre l'avion. Je peux vous refuser l'embarquement immédiatement si vous continuez à interférer avec les procédures de sécurité. » Sa voix s'éleva, attirant l'attention des voyageurs à proximité. Nia posa une main rassurante sur le bras de sa sœur tandis que Vanessa continuait son inspection, volontairement brutale, fouillant dans leurs vêtements soigneusement pliés, lisant des notes personnelles, des journaux, et ouvrant même une enveloppe scellée contenant les médicaments de Zara, renversant des pilules sur la table. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»
demanda-t-elle, comme si elle avait trouvé des drogues illicites au lieu de médicaments prescrits pour des allergies. Fexofénadine, expliqua Zara. Pour mes allergies. Les informations sur l'ordonnance sont sur la bouteille. Vanessa ignora son explication, mettant de côté les médicaments pour inspection plus approfondie avant de passer à leurs autres effets personnels. Pendant ce temps, un autre agent s'approcha. Les bras écartés, les pieds bien posés, le second agent annonça « Nous devons effectuer une palpation ». La palpation fut rien de moins qu'humiliante. Les mains des agents étaient brutales, intrusives, s'attardant de manière à rendre les deux filles extrêmement mal à l'aise. À proximité, Vanessa commentait bruyamment leur coiffure. « Il faut toujours vérifier ces coiffures élaborées », annonça-t-elle à personne en particulier. « Vous ne croiriez pas ce que certaines personnes essaient de cacher là-dedans. » Plusieurs autres agents de la TSA rirent comme s'ils partageaient une blague interne. Une femme blanche dans la file remarqua la scène et commença à filmer avec son téléphone. Presque immédiatement, un superviseur de la TSA apparut à côté d'elle. « Madame, enregistrer les procédures de sécurité est interdit. Supprimez immédiatement cette vidéo. »« C'est injuste, » protesta la femme. « Ces filles ne font rien pour mériter ce traitement. Supprimez la vidéo ou je serai obligé de vous retenir pour interrogatoire, » menaça le superviseur. « Votre choix. » À contre-cœur, la femme obéit, lançant un regard désolé vers les jumelles en rangeant son téléphone. Lorsque le contrôle renforcé fut terminé, près de 45 minutes s'étaient écoulées. Les affaires des jumelles avaient été remballées sans soin. L'ordinateur portable de Zara était visiblement rayé, et elles étaient maintenant dangereusement proches de manquer leur vol. « Bon voyage, » dit Vanessa avec une fausse douceur tandis qu'elle rassemblait leurs affaires en désordre. « Dépêchez-vous. J'ai entendu dire qu'ils sont stricts sur les horaires d'embarquement à la porte 32. » Alors qu'elle se précipitait, Nia sortit son téléphone. « Il faut appeler papa maintenant. Cela dépasse le ridicule. » Zara vérifia l'heure et secoua la tête. Il est en réunion à huis clos avec le conseil d'administration. Son assistante a dit qu'on ne pouvait pas le déranger pour quelque raison que ce soit. Nous allons gérer cela nous-mêmes et lui raconterons tout quand il nous appellera ce soir. Secouées mais déterminées, elles se dirigèrent vers leur porte, inconscientes que leur épreuve ne faisait que commencer. Vous êtes-vous déjà senti victime de discrimination lors d'un voyage? Commentez 1. Si vous avez été traité injustement au contrôle de sécurité comme Zara et Nia, ou 2. Si vous en avez été témoin. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous pensez que tout le monde mérite d'être traité avec dignité et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de courage face à l'injustice. Avec 1 heure encore avant l'embarquement, les jumelles décidèrent de s'arrêter au Sky Grill, un restaurant de l'aéroport annonçant un service rapide et une nourriture de qualité. Leur excitation initiale avait disparu, remplacée par une anxiété persistante, plus immédiatement, la faim. Le restaurant était occupé mais pas plein, plusieurs tables libres étant visibles depuis l'entrée. L'hôtesse, une femme blonde portant un badge avec le nom de Melissa Carter, leva les yeux de son téléphone en les voyant approcher. Son sourire disparut instantanément. « Combien de personnes, » demanda-t-elle, « sont-on beaucoup plus froid que pour la famille blanche qu'elle venait d'installer ?»« 2, s'il vous plaît, » répondit Zara. Melissa fit mine de vérifier sa tablette. « Il y aura environ 45 minutes d'attente pour une table, » annonça-t-elle, sans lever les yeux. Nia regarda les tables vides, clairement visibles dans tout le restaurant. « Mais il y a au moins 5 tables libres juste là, » dit-elle, la voix polie mais ferme. Les lèvres de Melissa se pincèrent. « Elles sont réservées, » répondit-elle sèchement. Les jumelles échangèrent un regard complice. Ce n'était pas la première fois qu'elles entendaient l'excuse des tables réservées. « Votre site web dit que vous ne prenez pas de réservation, » fit remarquer Hara en montrant la page du restaurant sur son téléphone. Il est écrit ici que Sky Grill ne prend pas de réservation. Les places sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le visage de Melissa se figea. Eh bien, le site est obsolète. Nous prenons maintenant des réservations, et toutes ces tables sont déjà occupées. Comme sur commande, un couple blanc entra derrière les jumelles. Sans même reconnaître la conversation en cours, Melissa s'éclaira immédiatement. « 2. Par ici, s'il vous plaît. » Elle attrapa 2 menus et conduisit le couple à l'une des tables soi-disant réservées. Nia sentit sa colère monter. « Excusez-moi, »
appela-t-elle après Mélissa. Nous étions là en premier et vous venez de nous dire qu'aucune table n'était disponible. Mélissa se retourna, le visage durci. Y a-t-il un problème? Oui, il y a un problème, répondit Nia, sa patience s'amenuisant. Vous venez de nous dire que toutes les tables étaient réservées, puis vous avez immédiatement installé des personnes arrivées après nous. Avant que Mélissa ne puisse répondre, un homme en chemise boutonnée et cravate s'approcha. Son badge indiquait qu'il s'appelait Case Dawson, manager. « Tout va bien ici, Mélissa ?» demanda-t-il, son regard fixé avec suspicion sur les jumelles. « Ces filles causent des problèmes, » répondit rapidement Mélissa. « J'ai expliqué qu'il y a une liste d'attente, mais elles exigent une table immédiatement. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » intervint Zara. « Votre hôtesse nous a dit qu'il y aurait 45 minutes d'attente, mais il y a des tables vides, et elle vient juste d'installer des personnes arrivées après nous. » L'expression de Case ne changea pas. Il n'avait pas détourné le regard des jumelles depuis son arrivée, n'avait même pas regardé les tables vides ou le couple nouvellement installé. « Je comprends que vous soyez contrarié, mais je vais devoir vous demander de baisser la voix. Nous avons des clients qui essaient de profiter de leur repas. » On laissait entendre qu'elle criait, alors qu'elle parlait calmement. « Nous ne crions pas, » objecta Nia. « Nous voulons simplement être traités équitablement. Si vous continuez à faire du scandale, je serai obligé d'appeler la sécurité, menaça Case, les bras croisés. Les règles de l'aéroport nous permettent de refuser le service aux personnes perturbatrices. À proximité, une serveuse latina observait l'interaction avec une inquiétude croissante. Elle s'approcha avec prudence. Case, je peux les installer à l'une de mes tables. La numéro 12 vient de se libérer. Occupe-toi de tes autres tables, répliqua sèchement Case, sans la regarder. Elena Rodriguez hésita, clairement déchirée entre suivre les ordres de son manager et faire ce qu'elle savait juste. Avec un regard désolé pour les jumelles, elle se retira et disparut dans la cuisine. « Écoutez, » dit Case, la voix tombant en un murmure menaçant. « Je vous conseille de trouver un autre endroit pour manger. Nous nous réservons le droit de refuser le service à quiconque, et pour l'instant, vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Le message était clair. Leur genre n'était pas le bienvenu. Cela n'avait rien à voir avec les réservations ou les listes d'attente. Affamées, frustrées et de plus en plus démoralisées, les jumelles se tournèrent pour partir. En s'éloignant, elles entendirent Case féliciter Mélissa. « Bon travail. Il ne faut pas qu'elles croient qu'elles peuvent entrer et obtenir tout ce qu'elles veulent. » Dehors, Nia retint des larmes de colère. « J'en ai tellement marre de ça, à chaque fois. » Zara passa un bras autour des épaules de sa sœur. « Je sais, mais nous ne pouvons pas les laisser gagner en nous brisant. Nous prendrons quelque chose au distributeur et nous réglerons ensuite l'histoire des billets. » Alors qu'elle s'éloignait, une voix les appela derrière elle. « Attendez !» Elena Rodriguez se précipita vers elle, jetant un regard nerveux par-dessus son épaule pour s'assurer que Case ne regardait pas. Elle pressa 2 bons dans la main de Zara pour la cafétéria. « Ce n'est pas grand-chose, mais... » Elle hésita, puis sortit son téléphone. « Écoutez, j'ai vu ce qui s'est passé là-dedans. Ça arrive tout le temps. Case et Mélissa font ça aux clients noirs constamment. Si vous allez déposer une plainte, je serai témoin. Voici mon numéro. » Elle tapa rapidement ses coordonnées dans le téléphone de Zara. « Je dois retourner à l'intérieur avant qu'ils ne remarquent mon absence. Mais s'il vous plaît, ne les laissez pas s'en tirer comme ça. » D'un autre regard nerveux vers le restaurant, Elena se hâta de retourner à l'intérieur. Les jumelles restèrent là, momentanément stupéfaites par ce geste inattendu de solidarité. C'était une petite marque de gentillesse, mais à ce moment-là, elle signifiait tout. « Peut-être que nous ne sommes pas complètement seuls, après tout, » dit doucement Nia, une partie de son ancien esprit revenant. Armée des bons pour la nourriture et d'un regain de détermination, elles se dirigèrent vers la cafétéria, sans savoir que le pire de leur épreuve restait à venir. Lorsqu'elles approchèrent de la porte 32, elles avaient réussi à prendre un repas rapide et à se ressaisir émotionnellement. En vérifiant l'heure, elles remarquèrent que l'embarquement prioritaire pour les passagers de première classe avait déjà commencé. Après leur expérience au comptoir d'enregistrement, elles s'étaient rendues au service clientèle où une agente débordée avait corrigé à contre-cœur leur carte d'embarquement pour la première classe. Après avoir vérifié leurs informations, elle ne donna aucune explication ni excuse pour l'erreur, se contentant de leur remettre les nouvelles cartes avec une impatience à peine dissimulée.
Maintenant munies de cartes correctes, elles s'approchèrent de la porte avec un optimisme prudent. Peut-être que le pire était derrière elles. Elles ne pouvaient pas se tromper davantage. L'agent de la porte, un homme blanc d'âge moyen portant un badge indiquant Richard Whitman, dirigeait les passagers de première classe lorsque les jumelles présentèrent leurs cartes. Son sourire accueillant disparut instantanément en examinant leurs billets. « Il semble y avoir un problème ici, » dit-il, sa voix assez forte pour attirer l'attention des passagers à proximité. « Veuillez vous écarter pendant que je vérifie ces cartes d'embarquement. » La patience de Nia s'était dangereusement amenuisée. Quel problème? Nous avons déjà eu nos sièges modifiés une fois aujourd'hui sans explication. Le service clientèle vient de les corriger. Quel autre problème pourrait-il y avoir maintenant? Les yeux de Richard se plissèrent. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité, » exigea-t-il, ignorant complètement sa question. « Et veuillez baisser la voix. » Les jumelles présentèrent une nouvelle fois leurs cartes étudiantes. Richard les inspecta avec un scrupule exagéré, les retournant plusieurs fois, les tenant à la lumière comme pour vérifier un filigrane, tout en continuant à traiter les autres passagers de première classe avec à peine un regard sur leurs documents. « Elles ne semblent pas légitimes, » déclara-t-il enfin. « Les cartes étudiantes peuvent être facilement falsifiées, » ajouta-t-il. « Ce sont nos cartes officielles de la Wellington Preparatory Academy, » expliqua Hara, luttant pour garder son calme. « Elles ont le sceau de l'école, nos photos, tout. La compagnie aérienne a confirmé qu'elles suffisaient comme pièces d'identité pour les vols intérieurs lorsque notre père a réservé les billets. » La réponse de Richard fut de se saisir du microphone du système de sonorisation. « Sécurité à la porte 32, s'il vous plaît. »« Sécurité à la porte 32. » L'annonce résonna dans le terminal, provoquant les regards et les murmures des passagers à proximité. Plusieurs sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer la confrontation. « C'est de la discrimination, » déclara Nia avec fermeté. « Nous ne voulons plus faire semblant que tout cela n'est qu'une série de malentendus malheureux. Nous avons des billets et des pièces d'identité valides. Vous nous retardez parce que nous sommes noirs. C'est illégal. » Le visage de Richard devint rouge. « C'est une accusation grave, jeune fille. Je pourrais vous faire expulser de l'aéroport pour avoir fait de fausses accusations contre le personnel. Je ne fais que suivre les protocoles de sécurité. » Quel protocole exige spécifiquement d'annoncer un besoin de sécurité quand il n'y en a pas, défia Hara. Ou de scruter nos cartes étudiantes tout en jetant à peine un coup d'œil aux documents des autres passagers. Avant que Richard ne puisse répondre, une nouvelle voix intervint. « Quel semble être le problème ici, Richard ?» La femme qui approcha avait peut-être une cinquantaine d'années, la peau foncée et les cheveux tirés en chignon. Son badge indiquait Diane Blackey, superviseur. Les jumelles ressentirent un sursaut d'espoir. Une autre femme noire comprendrait sûrement ce qui se passe et interviendrait en leur faveur. Ces deux personnes tentent d'embarquer avec des billets de première classe qui semblent frauduleux, expliqua Richard, son-on laissant entendre qu'il avait affaire à des criminels endurcis plutôt qu'à des adolescentes. Et elles portent des accusations de discrimination pour essayer de m'intimider et me faire les laisser embarquer. Diane sourit légèrement aux jumelles. « Laissez-moi voir ce qui se passe. » Elle examina leurs cartes et leurs pièces d'identité, puis leur fit signe de s'éloigner de la file et des regards curieux. « Richard, continue l'embarquement. Je m'occupe de cela. » Seul avec Diane, les jumelles laissèrent éclore un espoir. « Merci, » commença Nia. « Nous subissons ce traitement depuis notre arrivée à l'aéroport et nous essayons simplement d'aller à Boston visiter des universités. » L'attitude amicale de Diane changea instantanément dès qu'elle fut hors de portée des autres passagers. Sa voix devint un chuchotement sec et dur. « Écoutez-moi bien. Je ne sais pas à quel jeu vous pensez jouer, mais vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Les gens comme nous doivent savoir comment se comporter si nous voulons être traités de manière égale. » La trahison frappa comme un coup physique. « Les gens comme nous » répéta Zara, incrédule. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Cela signifie, » poursuivit Diane d'une voix toujours basse, « que faire une scène et lancer des accusations de discrimination ne vous mènera pas là où vous voulez. Cela confirme juste ce qu'ils pensent déjà de nous. Vous devez être 2 fois plus polie, 2 fois plus patiente, 2 fois parfaite. C'est la réalité. » « Mais nous n'avons rien fait de mal, » protesta Nia. « Nous avons été polies et patientes tout en étant discriminées à chaque étape. » L'expression de Diane se durcit encore. «
Vous pensez que j'ai pu devenir superviseur en signalant chaque micro-agression? En faisant une scène à chaque fois que quelqu'un faisait des suppositions sur moi? Ce n'est pas le monde réel sur un fil Twitter de justice sociale. Elle regarda encore leur carte. Je vais vous laisser embarquer, mais considérez cela comme un avertissement. Je ne veux pas entendre parler de problèmes de votre part sur mes vols. Vous comprenez? Sans attendre de réponse, elle les ramena à la porte où Richard les regardait avec un mécontentement non dissimulé. Leurs documents sont en règle, lui informa Diane froidement. Elles peuvent embarquer. Les lèvres de Richard se pressèrent en une mince ligne, mais il se rangea à contre-cœur. Alors que les jumelles se dirigeaient vers la passerelle, les mots de Diane résonnaient dans leur esprit. La trahison de quelqu'un qui aurait dû être un allié faisait peut-être plus mal que la discrimination initiale. Elles embarquèrent en silence, luttant avec les implications de l'avertissement de Diane et la dure réalité qu'il représentait. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que leur épreuve était loin d'être terminée. Au bout de la passerelle, un dernier gardien les attendait. Les jumelles n'avaient à peine fait 2 pas lorsqu'elles rencontrèrent un nouvel obstacle. Un homme grand et large en uniforme de Mid-Atlantic Airlines bloquait leur chemin, examinant les billets d'un coup d'œil rapide avant de laisser passer les autres passagers. Son badge indiquait Gregory Walsh. Lorsque Zara et Nia présentèrent leurs billets, son comportement changea instantanément. « Je vais avoir besoin que vous vous écartiez, » dit-il, sans faire d'effort pour baisser la voix. « Il semble y avoir un problème avec vos billets. » Les passagers derrière elle durent contourner le point de contrôle improvisé créé par Gregory. « Quel problème ?» demanda Lara, la fatigue dans la voix. « Nos billets ont déjà été vérifiés plusieurs fois. » L'expression de Gregory resta impassible. « J'ai reçu une alerte système indiquant une activité suspecte liée à votre réservation. Je dois effectuer des contrôles supplémentaires avant de pouvoir vous laisser embarquer. »« Quelle activité suspecte ?» demanda Nia, la voix montant de frustration. « Des lycéennes vont visiter des universités. Qu'est-ce qui pourrait être suspect là-dedans ?» Gregory ignora complètement sa question. « Veuillez vous écarter et attendre pendant que je continue l'embarquement. » Les autres passagers, n'ayant d'autre choix que de se conformer ou de risquer une escalade, s'écartèrent. Les jumelles regardèrent les passagers passer un à un, avec à peine un regard sur leurs documents. Les minutes s'étirèrent en un quart d'heure, puis une demi-heure. Le flux autrefois dense des passagers s'amenuisa pour finir par s'arrêter complètement. Pendant ce temps, Gregory fit plusieurs appels radio, parlant trop bas pour qu'elles entendent, jetant de temps en temps un regard dans leur direction avec ce qui semblait être une satisfaction suspecte. Finalement, lorsque les derniers passagers disparurent dans l'avion, Gregory s'approcha d'elle. « Je crains qu'il y ait eu un développement, » annonça-t-il, sans cacher son sourire. « Le vol est maintenant complet et surbooké. Vos sièges ont été réattribués à des passagers en règle. »« C'est impossible, » protesta Zara. « Nous avons des billets confirmés en première classe. Vous ne pouvez pas simplement donner nos sièges à d'autres. »« Je crains que si, » répliqua Gregory. « La politique de la compagnie permet la réaffectation des passagers en cas de problème de sécurité ou de surbooking. Dans ce cas, les 2 conditions s'appliquent. »« Quel problème de sécurité ?» demanda Nia, la voix montant de frustration. « Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons coopéré à toutes les demandes déraisonnables depuis notre arrivée à l'aéroport. C'est de la discrimination flagrante. » Au mot « discrimination », le visage de Gregory se durcit. Il saisit sa radio. « Sécurité à la passerelle 32. Problème passager. » En quelques minutes, 2 agents de sécurité apparurent, leur badge indiquant Tom Bennett et Frank Miller. Les 2 approchèrent les mains près de leurs armes, comme si les 2 adolescentes représentaient une menace. « Quel semble être le problème ici ?» demanda Tom, s'adressant à Gregory plutôt qu'aux jumelles. « Ces 2 filles refusent d'accepter qu'on leur ait refusé l'embarquement, » expliqua Gregory, donnant une image totalement fausse de la situation. Elles deviennent agressives et portent des accusations contre le personnel. « Nous ne sommes pas agressives, » insista Lara, luttant pour garder sa voix calme. « Nous essayons simplement de comprendre pourquoi nos sièges confirmés ont été donnés à d'autres après qu'on nous ait délibérément retardés ici. » Frank, le plus grand des 2, fit un pas en avant. L'ordinateur sélectionne aléatoirement les passagers pour le refus d'embarquement en cas de surbooking. Rien de personnel.
Le sourire qui accompagnait ce mensonge évident montrait clairement que rien n'était aléatoire. Poussé au-delà de l'endurance, Nia sortit son téléphone. « Je filme cela. Nous avons été systématiquement discriminés depuis notre entrée à l'aéroport et nous avons des preuves. » La main de Tom se tendit vers son téléphone. « Filmer les procédures de sécurité est interdit dans l'aéroport. Je dois confisquer cet appareil. » « Ce n'est pas une procédure de sécurité, » protesta Zara. « Vous essayez de couvrir une discrimination en invoquant de faux problèmes de sécurité. »« C'est une accusation grave, » dit Frank, sa voix devenant menaçante. « Elle pourrait entraîner votre détention pour interrogatoire. C'est ce que vous voulez ?» La menace implicite flottait dans l'air. La détention signifierait manquer toute chance d'arriver à Boston aujourd'hui. Le plan minutieux de leur père, leur visite universitaire, tout serait compromis. Pire encore, elle serait complètement à la merci d'un système qui s'était déjà montré partial à chaque étape. « Très bien, » dit finalement Zara, posant une main retenante sur le bras de sa sœur. « Nous partons, mais... » Ou commentez numéro 2 si vous pensez que les jumelles auraient dû continuer à essayer de travailler dans le système. Si vous êtes indigné par ce que ces jeunes femmes ont enduré, cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien à ceux qui se lèvent contre la discrimination. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui exposent les dures réalités auxquelles beaucoup sont confrontés chaque jour. Que pensez-vous qu'il se passera lorsque leur père apprendra comment ces filles ont été traitées? Le croira-t-il, ou sera-t-il encore une déception de plus dans leur combat pour la justice? Assise sur un banc dans un coin tranquille du terminal, loin de la porte 32 et du vol qui aurait dû les emmener à Boston, Zara sortit enfin son téléphone. Sa main tremblait légèrement en naviguant jusqu'au contact de son père. « Il va être en réunion du conseil », rappela Nia, bien que son ton laissait entendre qu'elle ne se souciait plus vraiment de l'interruption. « Je sais », répondit Zara, « mais cela a dépassé ce que nous pouvons gérer seuls. » Elle appuya sur le bouton d'appel et mit le téléphone en haut-parleur. À leur grande surprise, Marcus Jackson décrocha presque immédiatement. « Zara, tout va bien, ma chérie. » Sa voix grave, habituellement rassurante, fit lutter les deux filles contre les larmes. « Papa, » commença Zara, essayant de garder sa voix stable, « nous n'avons pas pu embarquer. Ils ne nous ont pas laissé monter à bord. » Un silence s'installa avant que Marcus ne réponde, son ton prudent et mesuré. « Dites-moi exactement ce qui s'est passé depuis le début. » Pendant plusieurs minutes, les jumelles racontèrent tour à tour leur expérience. La rencontre au comptoir avec Trevor Reynolds, le contrôle TSA avec Vanessa Miller, l'incident au restaurant avec Melissa Carter et Case Dawson, la confrontation à la porte avec Richard Whitman et Diane Blackey, et enfin le refus sur la passerelle par Gregory Walsh. Tout au long de leur récit, Marcus resta silencieux, bien qu'elle puisse entendre sa respiration contrôlée devenir plus profonde à mesure que l'histoire se déroulait. Lorsqu'elles mentionnèrent que leur siège en première classe avait été retiré, puis réattribué, pour être à nouveau supprimé au dernier moment, elles entendirent ce qui ressemblait à un stylo se casser en arrière-plan. « Papa » osa Nia lorsqu'elles eurent fini. « Tu es toujours là ?»« Je suis là » répondit Marcus, sa voix anormalement calme. « Avez-vous noté les noms de toutes les personnes impliquées ?»« Oui » confirma Zara. « Nous avons écrit les noms et les numéros de badge chaque fois que possible. »« Bien, très bien » dit Marcus. Puis, après une brève pause, « Les filles, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'aurais probablement dû vous dire avant que vous ne partiez. » Les jumelles échangèrent des regards perplexes. « Quoi, papa ?» Marcus prit une profonde inspiration. « La raison pour laquelle j'ai été si insistant pour que vous voyagiez sur Mid-Atlantic, la raison pour laquelle j'ai obtenu des billets en première classe pour vous, c'est que je suis le nouveau PDG de Mid-Atlantic Airlines. » Un silence stupéfait s'installa entre elles. « Vous êtes quoi ?» réussit à dire Nia. « J'ai été nommé il y a 6 semaines, » expliqua Marcus. « Le conseil m'a fait venir pour redresser l'entreprise après des problèmes de direction précédents. Mais je voulais évaluer la culture de la compagnie de manière authentique, sans que ma position n'influence le comportement du personnel. C'est pourquoi je suis resté discret. Pourquoi j'ai utilisé mon compte privé pour réserver vos billets au lieu du système de voyage exécutif. »« Attends, » intervint Zara. « Donc tout ce temps, nous étions traités comme ça? Nous étions les filles du PDG ?» Marcus termina, sa voix serrée par une colère contenue. « Vous étiez discriminés par des personnes qui n'avaient aucune idée de qui vous étiez ni de qui elles avaient vraiment affaire.
Que sommes-nous censés faire maintenant? Demanda Nia. Notre vol est parti, et même si nous pouvions en prendre un autre. Ne bougez pas, ordonna Marcus. Restez exactement où vous êtes. J'active le protocole d'urgence Alpha maintenant. Vous verrez ce que cela signifie très bientôt, et gardez votre téléphone allumé. Enregistrez tout ce qui se passe à partir de maintenant. La ligne resta silencieuse un moment tandis qu'elles entendaient leur père donner des instructions rapides à quelqu'un d'autre dans la pièce avec lui. Lorsqu'il revint à l'appel, sa voix avait une dureté qu'elles avaient rarement entendue. Dans environ 2 minutes, vous allez commencer à recevoir des appels des cadres de la compagnie aérienne. Ils vont vous proposer tout ce que vous pouvez imaginer. Jet privé, transfert en hélicoptère, hébergement de luxe. N'acceptez rien. Dites-leur que vous attendez uniquement mes instructions directes. Compris, répondirent les jumelles à l'unisson, encore en train de digérer cette révélation stupéfiante. Bien. Restez fortes. Je resterai en contact permanent, et tout sera bientôt terminé. Je vous aime toutes les deux. L'appel se termina, laissant les jumelles se regarder, incrédules. Fidèles à la prédiction de leur père, le téléphone de Zara sonna à peine 1 minute plus tard. L'identifiant de l'appel affichait le bureau exécutif de Mid-Atlantic Airlines. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Nia commença également à sonner avec un identifiant similaire. Comme prévu, les voix à l'autre bout étaient des cadres paniqués offrant une assistance immédiate, un transport privé, tout et n'importe quoi pour compenser le malheureux malentendu, suivant les instructions de leur père. Les jumelles déclinèrent poliment mais fermement toutes les offres, déclarant qu'elles attendaient uniquement les instructions directes de Marcus Jackson. À peine avait-elle terminé ses appels qu'une figure familière arriva en courant vers elle. Richard Whitman, l'agent de porte qui les avait empêchés d'embarquer 30 minutes plus tôt, s'approchait avec une toute autre attitude. Son mépris précédent avait été remplacé par une panique obséquieuse. Monsieur Jackson, Mademoiselle Jackson, aplatait-il, légèrement essoufflé. Il y a eu un terrible malentendu. Nous avons organisé un jet privé corporatif pour vous emmener immédiatement à Boston. Si vous voulez me suivre. Non merci, monsieur Whitman, répondit Zara avec calme. Nous attendons les instructions directes de notre père. Le visage de Richard se déforma de rage à peine dissimulée. La mention de leur père avait clairement déclenché quelque chose en lui, mais il luttait pour garder une apparence de professionnalisme. Je comprends que vous soyez contrarié, mais faire de fausses déclarations sur votre famille ne va pas aider. Son ton devint de nouveau menaçant, maintenant qu'elles étaient seules, loin des témoins à la porte. En fait, faire de fausses déclarations sur le personnel de la compagnie pourrait vous mettre sur liste noire de vol. Peut-être devrions-nous en discuter dans un endroit plus privé. C'est une menace, monsieur Whitman, demanda Nia, sortant son téléphone et commençant à enregistrer. Les yeux de Richard s'écarquillèrent en voyant l'enregistrement actif. De l'enceinte du téléphone, la voix de Marcus Jackson émergea soudain, car il n'avait jamais raccroché et avait écouté toute la scène. Monsieur Whitman, ici Marcus Jackson, PDG de Mid-Atlantic Airlines et père des jeunes femmes que vous avez discriminées. Tout ce que vous dites est enregistré et surveillé. Je vous suggère de retourner à votre porte et d'attendre de nouvelles instructions de la direction. La couleur disparut du visage de Richard alors que toutes les implications de la situation s'effondraient sur lui. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna en courant vers la porte 32, manquant de peu de heurter un chariot de boissons dans sa précipitation. Les jumelles se regardèrent, un mélange de satisfaction et d'incrédulité les envahissant. « Papa » dit Zara au téléphone. « Qu'est-ce que le protocole d'urgence Alpha » La voix de Marcus était grave mais satisfaite. « Regardez les tableaux de départ. Vous allez bientôt comprendre. » Les tableaux de départ clignotèrent dans tout le terminal, suscitant des regards perplexes chez les voyageurs. Puis, comme des dominos, vol après vol affichèrent le même message, retour à la porte retardée. Les annonces commencèrent quelques instants plus tard, résonnant dans le terminal. Attention, passagers de Mid-Atlantic Airlines. En raison d'une vérification de protocole de sécurité ordonnée par la direction, tous les vols Mid-Atlantic actuellement sur le tarmac ou aux portes sont retenus. Les passagers déjà embarqués sont priés de rester assis. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et fournirons des mises à jour dès qu'elles seront disponibles. Autour d'elle, la confusion se répandit dans le terminal alors que les voyageurs consultaient leur téléphone, vérifiaient les tableaux et approchaient des agents de porte,
de plus en plus paniqués. Les agents eux-mêmes semblaient désemparés, vérifiant leurs terminaux informatiques à mesure que de nouvelles instructions arrivaient d'en haut. À travers la ligne toujours ouverte, les jumelles pouvaient entendre leur père donner des directives rapides à ce qui semblait être une équipe de gestion de crise. Je veux que chaque vol soit immobilisé, chaque vol. Peu m'importe s'ils sont déjà en phase de roulage. Ramenez-les à la porte. Et je veux le directeur de la station de Denver en visioconférence dans 5 minutes. Papa, Osania, que fais-tu exactement? J'exerce mon autorité en tant que PDG, répondit Marcus gravement. La seule façon d'attirer l'attention de tout un système est de le bloquer. Pour l'instant, tous les vols mid-Atlantique à travers le pays retournent à leur porte pour vérification de sécurité. Cela concerne plus de 300 avions et environ 42 000 passagers. L'ampleur de sa réaction laissa les jumelles momentanément sans voix. Leur père venait essentiellement de paralyser toute une compagnie aérienne, l'une des plus grandes du pays, en réponse à la discrimination qu'elles avaient subie. Cela ne va-t-il pas coûter des millions à la compagnie? Demanda Hara, soudain préoccupé par les conséquences. Si, confirma Marcus. Ce qui est précisément la raison pour laquelle cela va attirer l'attention de tout le monde. Parfois, la seule façon de provoquer un changement est de frapper suffisamment fort sur les résultats financiers pour que l'ignorer devienne plus coûteux que de résoudre le problème. D'autres annonces résonnèrent dans le terminal à mesure que les effets du blocage se faisaient sentir. Les correspondances furent manquées. Les passagers devinrent de plus en plus frustrés. Les pertes financières augmentaient chaque minute. Je viens d'être informé de la situation concernant vos filles. Je tiens à vous assurer personnellement que je n'avais aucune connaissance de ces événements et je suis consterné par ce que j'entends. Gardez vos excuses, Harold, répondit froidement Marcus. Je ne veux pas d'excuses. Je veux de l'action. Je veux que chaque employé ayant interagi avec mes filles aujourd'hui soit dans mon bureau virtuel dans les 10 prochaines minutes. Tous, le personnel du comptoir, de la TSA, du restaurant, des portes d'embarquement, tous. Monsieur, nous n'avons pas autorité sur la TSA ni sur le restaurant. Trouvez un moyen, Harold, insista Marcus, car tant que je ne verrai pas tous ces visages sur mon écran, chaque avion mid-Atlantique reste exactement où il est. Pendant que cette conversation se poursuivait, un petit groupe de responsables de l'aéroport s'approcha des jumelles. Ils affichaient les expressions tendues de personnes confrontées à une crise qu'ils ne comprenaient pas pleinement. « Excusez-moi », dit la responsable principale, une femme dont le badge indiquait Patricia Reynolds, directrice des opérations terminales. « Nous devons vous demander de vous déplacer dans une zone moins fréquentée. Vous causez une perturbation. » Nia haussa un sourcil. « Nous sommes assises tranquillement sur un banc. Comment exactement causons-nous une perturbation ?» Le sourire professionnel de Patricia se resserra. « Nous avons reçu des rapports selon lesquels votre présence est liée aux problèmes opérationnels actuels affectant Mid-Atlantic Airlines. Nous devons minimiser l'anxiété des passagers en retirant les sources visibles de perturbation. Vous voulez nous faire partir parce que nous sommes des adolescentes noires qui avons été victimes de discrimination, et non parce que nous dérangeons réellement quelqu'un, traduisit Hara franchement. Le sourire de Patricia disparut complètement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il s'agit de maintenir l'ordre pendant une perturbation. Soyons très clairs, dit Zara en levant son téléphone, où l'appel avec leur père était toujours actif. Voici Marcus Jackson, PDG de Mid-Atlantic Airlines. Voulez-vous lui expliquer pourquoi vous avez essayé d'éloigner ces filles de la vue du public après qu'elles aient subi une discrimination raciale dans tout votre aéroport? La couleur disparut du visage de Patricia à mesure que les implications devenaient claires. Monsieur Jackson, le Marcus Jackson. Balbutia-t-elle. Le même, confirma la voix de Marcus depuis le haut-parleur. Et je serais très intéressé de savoir pourquoi la direction de l'aéroport est plus préoccupée par le fait de cacher les victimes de discrimination que de s'attaquer à la discrimination elle-même. Patricia fit involontairement un pas en arrière. Il doit y avoir un malentendu. Nous n'avions aucune idée. Nous essayions simplement de... Je suggère, interrompit Marcus, que vous concentriez vos efforts sur la collecte du personnel que j'ai demandé plutôt que de harceler davantage mes filles. Avec des excuses murmurées, l'équipe de direction se retira, passant des appels urgents en se dispersant. Dans tout le terminal, la situation passait de l'inconvénient à la crise. Les équipes de presse avaient commencé à arriver.
Initialement attirée par les rapports d'immobilisation d'une grande compagnie aérienne, elle devenait de plus en plus curieuse des rumeurs d'un incident de discrimination ayant déclenché l'arrêt. Les passagers filmaient avec leur téléphone. Les réseaux sociaux s'illuminaient de spéculations, et le personnel de la compagnie aérienne semblait de plus en plus paniqué en essayant de gérer la situation sans en comprendre la cause. Pendant tout ce temps, les jumelles restaient assises sur leur banc, observant les conséquences de leur simple désir de voyager tout en étant noir se déployer autour d'elles. Ce qu'elles ne pouvaient pas voir, c'était qu'au-delà de l'aéroport, dans les salles de conseil et les bureaux exécutifs, une tempête encore plus grande se préparait. Dans les luxueux bureaux de Manhattan du principal investisseur de Mid-Atlantic Airlines, Victor Harrington frappa du poing sur son bureau en acajou alors que son assistant lui annonçait la nouvelle. « Il a fait quoi » L'assistant tressaillit. « Monsieur Jackson a activé le protocole d'urgence Alpha. Monsieur, tous les vols Mid-Atlantic ont été immobilisés pour vérification de sécurité. L'action a déjà chuté de 7% et continue de baisser. » Victor Harrington, milliardaire investisseur et membre du conseil d'administration de Mid-Atlantic, sentit son monde soigneusement construit trembler sous ses pieds. Il s'était opposé à la nomination de Marcus Jackson dès le départ, arguant que l'ancien cadre tech n'avait pas la bonne compatibilité culturelle pour l'industrie aérienne. Ce qu'il voulait dire, mais qu'il ne dirait jamais directement, c'est qu'un PDG noir n'avait pas sa place à la tête d'une grande compagnie aérienne. Il avait été surpassé par des membres du conseil désespérés de profiter de la réputation de Jackson comme spécialiste du redressement, mais il n'avait jamais accepté la décision. Maintenant, Jackson lui offrait l'occasion parfaite de corriger cette erreur. « Trouve-moi Lawrence Pritchard du Wall Street Journal », ordonna Victor, déjà en train de calculer ses prochains mouvements. Ensuite, rassemble les autres membres du conseil, pas Jackson, tout le reste. En quelques minutes, Victor avait déjà orienté le récit auprès du journaliste financier influent. Marcus Jackson faisait une crise personnelle, utilisant son autorité pour immobiliser une compagnie aérienne entière à cause d'un léger tort présumé envers sa famille, potentiellement en violation de ses devoirs fiduciaires envers les actionnaires. L'histoire serait en ligne dans l'heure. L'appel du conseil d'administration s'avéra un peu plus compliqué. « Victor, nous n'avons pas encore tous les faits », prévint la membre du conseil Eleanor Kim. « Je connais Marcus depuis des années. Il n'est pas impulsif. S'il a pris ce genre de mesures, il doit y avoir une raison sérieuse. » « La raison, c'est que ces filles n'ont pas pu être surclassées en première classe, » ricana Victor, déformant délibérément la situation. « Maintenant, il fait une crise qui coûte des millions aux actionnaires à la minute. C'est exactement pourquoi je m'étais opposé à sa nomination. Trop émotionnel, trop concentré sur son agenda personnel plutôt que sur les intérêts de l'entreprise. Nous devrions au moins entendre sa version, suggéra un autre membre du conseil. C'est justement pour ça que cette réunion d'urgence est prévue, répondit Victor calmement, que j'ai déjà fixée dans 3 heures. En attendant, nous devons contenir les dégâts en mettant fin immédiatement à cette immobilisation ridicule. Lorsque l'appel se termina, Victor avait obtenu suffisamment de soutien provisoire pour contester l'autorité de Marcus lors de la réunion d'urgence. Son appel suivant fut pour Stephanie Reynolds, VP des opérations de Mid-Atlantic et son allié de longue date au sein de la compagnie. « Stephanie, j'ai besoin que tu gères quelque chose de délicat. Les filles de Jackson sont toujours à l'aéroport de Denver. Je veux qu'elles soient isolées et contenues avant qu'elles ne puissent causer davantage de dégâts. »« Que veux-tu exactement que je fasse ?» demanda Stephanie, réservant déjà un jet privé pour Denver. « Éloigne-les de la vue du public. Offre-leur un traitement VIP, tout ce qu'il faut. Mais mets-les dans un endroit privé où elles ne peuvent pas parler à la presse ni publier sur les réseaux sociaux. Présente ça comme une protection face au chaos que leur père a causé si nécessaire, juste pour contenir la situation. » Stephanie comprit parfaitement. L'appel de Victor au directeur informatique de Mid-Atlantic, Calvin Hughes, fut encore plus direct. « J'ai besoin que tout ce que ces filles ont fait aujourd'hui soit effacé. Les images de sécurité, les enregistrements de billets, tout. Faites en sorte que cela ressemble à un dysfonctionnement du système si quelqu'un demande. » Calvin hésita. « Monsieur, cela impliquerait de modifier des dossiers officiels. Cela implique de protéger cette compagnie contre un PDG dévoyé qui abuse de son autorité. Le conseil vous soutiendra. Faites-le, » corrigea Victor sèchement. Lorsque Victor Harrington raccrocha son dernier appel, une contre-offensive complète était en cours.
L'équipe PR de la compagnie avait commencé à diffuser des histoires sur des adolescentes perturbatrices provoquant des scènes à l'aéroport de Denver. Des comptes sur les réseaux sociaux liés à la compagnie remettaient en question le caractère des jumelles et suggéraient qu'elles avaient manipulé leur père pour provoquer une réaction excessive. Les médias recevaient des communiqués mettant en avant l'impact économique de l'immobilisation tout en qualifiant les allégations de discrimination de non vérifiées, en cours d'examen interne. Pendant ce temps, à l'aéroport de Denver, Stephanie Reynolds était arrivée et s'approchait des jumelles avec une apparente préoccupation sincère. Zara, Nia, les salua-t-elle chaleureusement, comme si elles étaient de vieilles amies.